Et si, derrière la lutte contre le terrorisme, se cachait une autre mission, surveiller un allié devenu imprévisible? Cette question, loin d'être théorique, s'impose aujourd'hui au cœur du Sahel, où chaque vol d'un avion de surveillance américain soulève inquiétudes, débats et scénarios inédits. Pour comprendre la portée de cette crise et ses résonances historiques, il faut explorer non seulement les faits, mais aussi les exemples concrets, les parallèles passés et les pistes de sortie possibles. En décembre 2025, la Côte d'Ivoire adresse une invitation officielle aux États-Unis: déployer des avions de surveillance pour contrer la montée des groupes djihadistes qui déstabilisent le Sahel. Sur le papier, l'initiative paraît défensive et de bon sens. Il s'agit, selon le discours officiel, d'empêcher que l'insécurité du Nord s'infiltre vers le Sud, menaçant la stabilité d'Abidjan et de ses voisins côtiers. Pourtant, ce choix n'est pas anodin et les ramifications de cette décision dépassent largement la question de la sécurité immédiate. Pour prendre la mesure de cette décision, rappelons-nous d'un précédent. À la fin des années 90, les États-Unis avaient déjà utilisé des plateformes aériennes de surveillance dans les Balkans sous prétexte de prévenir les massacres. Mais dans les faits, ces outils servaient aussi à cartographier les forces en présence, à anticiper les alliances et parfois à influencer discrètement la recomposition des pouvoirs locaux. La surveillance aérienne, sous couvert de lutte humanitaire ou antiterroriste, n'est donc jamais neutre. Quelques mois seulement avant la demande ivoirienne, Washington avait dû quitter précipitamment le Niger. Ce départ, qui s'est déroulé dans une atmosphère de crise diplomatique, a entraîné la fermeture du principal centre de renseignement américain dans la région. La base de drones, qui offrait une vue stratégique sur le Sahel, est désormais hors d'usage pour les États-Unis. Cette rupture a plongé l'armée américaine dans une forme de cécité, en particulier sur le Burkina Faso voisin, où les mouvements armés et les changements de pouvoir se multiplient sans témoins extérieurs. Pour les stratèges américains, cette absence d'informations fiables sur le Burkina Faso est un véritable casse-tête. Un exemple concret: lors d'une embuscade contre un convoi humanitaire en mars 2025, les renseignements américains n'ont pu fournir aucune alerte préalable, faute d'accès aérien. Cette défaillance a illustré de façon tragique les conséquences d'un angle mort sécuritaire, un peu comme lorsque, durant la guerre du Vietnam, la perte d'accès à certaines vallées avait permis à l'ennemi de s'y regrouper en toute impunité. Discrètement, les nouveaux vols de surveillance américains ne se limitent donc pas à la Côte d'Ivoire. Ils s'étendent aussi au Burkina Faso sans que le gouvernement burkinabé ait été consulté ni même informé publiquement. Ce type de manœuvre rappelle les opérations de survol menées par l'OTAN en Bosnie dans les années 90, où le partage de l'information était soigneusement dosé selon les intérêts des puissances impliquées. À Ouagadougou, ce silence intrigue d'abord, puis inquiète. Ces survols, menés sans consentement, ne constituent-ils pas une atteinte à la souveraineté nationale ? Le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du Burkina Faso, refuse de désigner un pays mais condamne toute observation étrangère sans aval direct. Son discours, prononcé devant les cadres de l'armée, s'inspire des grandes figures panafricanistes comme Thomas Sankara, qui avait déjà mis en garde contre les ingérences déguisées sous forme d'assistance. Pour Traoré, la sécurité ne saurait justifier de contourner l'autorité nationale, et cette posture vise autant à préserver la dignité qu'à éviter le précédent juridique d'une surveillance non consentie. Le malaise s'installe. Les alliés d'hier sont-ils en train de devenir des intrus? On se souvient ici des crises de confiance qui avaient miné la relation entre la France et ses partenaires africains dans les années 70, lorsque la coopération militaire cachait souvent des opérations d'influence. Aujourd'hui, la technologie a changé, mais la question du qui surveille qui reste entière. Derrière cette opération de surveillance, une question cruciale surgit. S'agit-il vraiment d'aider à combattre le terrorisme ou les États-Unis cherchent-ils surtout à rétablir leur regard stratégique sur une région devenue opaque? Cette ambiguïté n'est pas sans rappeler la période de la guerre froide, où l'envoi d'observateurs internationaux dans des zones de conflit servait autant à collecter des renseignements qu'à afficher une solidarité de façade. À chaque passage d'avion, la méfiance envers l'Occident grandit. Prenons le cas du Mali, où la révélation d'écoutes clandestines françaises en 2016 avait provoqué une crise diplomatique majeure. Si la surveillance va au-delà de la lutte antiterroriste, le risque est grand. Les pays survolés pourraient voir leur souveraineté rognée et perdre la maîtrise de leur sécurité. Les enjeux dépassent donc largement la simple guerre contre les djihadistes. Ce dilemme met à nu une réalité profonde. Pour les États sahéliens, préserver leur autonomie,
Choisir leur partenaire et contrôler leur ciel devient une question de survie et de dignité politique. La moindre faille dans ce contrôle réactive le spectre des ingérences passées et menace la confiance envers les institutions locales. En 2014, l'Ukraine avait vécu une situation similaire lorsque des drones étrangers, opérant sans coordination, avaient semé la confusion sur la ligne de front. Pour comprendre la portée de cette crise, il faut revenir sur les récents bouleversements qui ont secoué le Sahel. Les tensions autour de ces vols ne sont que la partie émergée de fractures bien plus profondes. En moins de 2 ans, la carte du pouvoir au Sahel a été complètement redessinée. Entre l'année 2023 et l'année 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été secoués par une série de coups d'État. À chaque fois, le scénario se répète. Des militaires prennent le pouvoir, dénoncent les accords de défense existants et affichent leur volonté de rompre avec la tutelle occidentale. Ces renversements ont entraîné une rupture progressive avec les partenaires occidentaux, remettant en cause des décennies de coopération militaire. On peut rapprocher cette situation de la vague d'indépendance africaine dans les années 60, où la volonté d'émancipation se heurtait à la persistance des réseaux d'influence. Pour les États-Unis, le Niger représentait la pièce maîtresse de leur stratégie régionale. Grâce à une base de drones majeure, Washington obtenait des renseignements précieux sur toute la bande sahélienne, du Mali jusqu'au nord du Burkina Faso. C'était en quelque sorte l'œil de Washington sur le Sahel, permettant non seulement de suivre les mouvements djihadistes, mais aussi de surveiller les dynamiques politiques internes. Mais tout change quand le nouveau pouvoir nigérien exige le départ des forces américaines. Privés brutalement d'accès aux renseignements, les États-Unis voyant désormais une grande partie du Sahel leur échapper. Ce scénario rappelle la fermeture, dans les années 70, de la base de Wilus, en Libye, qui avait privé les Américains d'une plateforme clé en Méditerranée, obligeant à repenser toute leur posture régionale. Face à ce bouleversement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ils fondent l'Alliance des États du Sahel, l'AES, une coalition inédite axée sur l'autonomie sécuritaire et la défense de leurs propres intérêts. Cette démarche rappelle la création du mouvement des non-alignés en 1961, qui visait à offrir une troisième voie entre les blocs Est et Ouest. Dans le même temps, les États côtiers, comme la Côte d'Ivoire, observent la situation avec nervosité. Ils craignent une contagion de la violence djihadiste vers le sud. Pour se prémunir, ces pays renforcent leur sécurité, misant sur l'appui renouvelé de leurs alliés occidentaux. Mais cette dépendance n'est pas sans risque. En 2016, la Côte d'Ivoire avait déjà subi une attaque terroriste à Grand-Bassam, illustrant la vulnérabilité de ses frontières. Le résultat ? Un risque de fragmentation croissante où chaque bloc avance selon sa propre logique. Si cette dynamique se poursuit, aucun acteur ne pourra plus contrôler efficacement la sécurité du Sahel, et la stabilité de toute la région sera menacée. L'histoire récente du Moyen-Orient, où la multiplication des alliances croisées a fini par paralyser la lutte antiterroriste, en offre un exemple éloquent. Mais au-delà des discours sur la lutte antiterroriste, un enjeu plus discret se profile, la maîtrise de l'information. Savoir qui surveille, qui, avec quelle légitimité, devient le véritable terrain de confrontation dans ce Sahel en recomposition. On se rappelle que, lors de la crise du Rwanda en 1994, le contrôle de l'information avait été décisif tant pour la planification des interventions internationales que pour la compréhension des massacres en cours. Pourtant, alors que les regards se tournent vers les affrontements militaires et les alliances officielles, une question cruciale s'impose. Qui détient réellement le contrôle de la surveillance et du renseignement dans la région ? Quand l'observateur se dissimule, la confiance vacille. C'est une leçon de la guerre froide. Les opérations de survol U-2 menées par les États-Unis au-dessus de l'URSS avaient fini par exacerber la suspicion et précipiter la crise des missiles de Cuba. Ici, le risque est de voir se creuser un fossé irrémédiable entre partenaires. Depuis la perte du Niger, Washington a perdu son principal point d'appui dans le Sahel. Les experts évoquent désormais un immense angle mort qui englobe au premier chef le Burkina Faso. Sans base locale, la capacité américaine à surveiller cette zone s'est effondrée presque du jour au lendemain. Les analystes du renseignement comparent cette situation à la perte du poste d'écoute de Bad Aibling en Allemagne, qui avait coupé la NSA de précieuses données sur l'Europe de l'Est. Pour combler ce vide, des vols de surveillance partent désormais, en toute discrétion, de la Côte d'Ivoire. Officiellement, ces missions visent à empêcher la progression des groupes armés vers le sud. Mais en coulisses, ces appareils patrouillent aussi au-dessus du Burkina Faso,
sans la moindre autorisation officielle de Ouagadougou. Ce silence inquiète. Côté américain, on défend le maintien du renseignement à tout prix en affirmant que la sécurité régionale justifie l'absence de consultation. Pourtant, cette stratégie d'information sans dialogue écarte systématiquement les États concernés. On se souvient qu'en Irak, la surveillance aérienne non coordonnée avait alimenté la défiance des autorités locales et compliqué la lutte antiterroriste. Le Burkina Faso, ni ennemi ni allié déclaré, se retrouve abandonné dans une zone d'incertitude. Aucune note, aucune explication publique. Washington privilégie l'ambiguïté, espérant éviter l'affrontement direct. Mais à Ouagadougou, cette opacité alimente la méfiance. Les médias locaux s'emparent du sujet, des éditoriaux dénoncent le retour des pratiques coloniales sous couvert de technologie. Les analystes locaux alertent, surveiller sans transparence, c'est s'exposer à la suspicion. Loin d'apporter la stabilité, cette méthode risque d'éroder la légitimité des dispositifs sécuritaires et de renforcer la défiance envers les partenaires occidentaux. L'exemple de la Guinée, où les opérations secrètes françaises avaient été révélées par la presse, montre que l'absence de dialogue peut ruiner des années de coopération. En privilégiant la technologie, satellites, capteurs, avions, au détriment du dialogue politique, les États-Unis pourraient bien accélérer la rupture avec les États sahéliens. À terme, cette tension pourrait pousser vers un repli sur la souveraineté et un éloignement croissant des anciennes alliances occidentales. C'est ce qu'on a vu au Venezuela, où la méfiance vis-à-vis des survols américains a poussé Caracas à se tourner vers d'autres partenaires stratégiques. Le dilemme s'intensifie à mesure que la confiance s'effrite. Comment maintenir la sécurité sans sacrifier l'autonomie, alors que chaque vol renforce la fracture diplomatique ? Cette équation rappelle la situation du Pakistan après 2011, lorsque les vols de drones américains, jugés illégitimes par Islamabad, ont provoqué une rupture de la coopération antiterroriste. Le silence ne vaut pas approbation, surtout ici, où chaque geste est pesé sous le poids des rancœurs anciennes. Les souvenirs des interventions unilatérales étrangères, que ce soit en Libye, en Centrafrique ou en République démocratique du Congo, hantent les débats. Semaine après semaine, les vols de surveillance se multiplient. Leur bourdonnement se glisse dans les conversations feutrées à Ouagadougou et alimente les rumeurs jusque dans les couloirs du pouvoir burkinabé. Un haut fonctionnaire, sous couvert d'anonymat, confie « Tant que nous ne contrôlerons pas notre ciel, nous resterons dépendants des autres pour notre propre sécurité ». Un mémo confidentiel circule, alarmant les partenaires régionaux. Il souligne un basculement. La surveillance n'est plus vue comme un simple outil antiterroriste, mais comme une menace insidieuse à la souveraineté des États sahéliens. Désormais, l'information devient terrain d'affrontement, un bras de fer où chaque donnée récoltée pèse lourd, un peu comme dans la guerre du renseignement entre la Chine et les États-Unis autour du Pacifique. Pour les États côtiers, la dépendance au soutien occidental est un mal nécessaire. Ils repoussent la menace djihadiste vers le nord, conscients que leur sécurité repose sur cette alliance. Mais les membres de l'Alliance des États du Sahel y voient le retour d'une logique de tutelle, un écho d'un passé où les décisions venaient d'ailleurs, sans dialogue réel. Le souvenir de la crise ivoirienne de 2010, où les médiations extérieures avaient court-circuité les acteurs locaux, reste vivace. À Ouagadougou, le débat s'enflamme. Le vrai enjeu dépasse la seule urgence sécuritaire. Accepter ces vols sans consentement explicite, c'est ouvrir la porte à des pratiques qui, demain, pourraient en vider la souveraineté de sa substance. Le professeur d'histoire politique Amos Sanou rappelle « Aujourd'hui ce sont des drones, demain ce seront les données de nos citoyens ». À Washington, chaque vol est un pas risqué. Renforcer la présence aérienne pourrait déclencher une réplique politique brutale, voire une rupture. Mais réduire la surveillance, c'est accepter une part d'aveuglement dans une région déjà imprévisible. Cette tension évoque la position des États-Unis en Turquie après la tentative de coup d'État de 2016, quand la base d'Incirlik avait été temporairement fermée à l'OTAN. Le péril invisible, c'est celui d'une fracture régionale qui s'enracine. La sécurité, brandie comme étendard, risque de servir de prétexte à une érosion lente et silencieuse de l'autonomie nationale, parfois avec l'assentiment résigné des élites, souvent sous pression. L'exemple des accords de défense secrets signés dans les années 80 entre la France et certains États africains montre combien la transparence est essentielle pour éviter la défiance. Tout se joue sur la capacité des dirigeants à inventer une riposte, préserver la dignité nationale sans précipiter l'irréparable. Plusieurs scénarios sont alors envisagés. L'ouverture d'un dialogue régional sur la surveillance,
la mise en place de mécanismes conjoints de contrôle des vols ou encore le recours à des médiateurs africains pour rétablir la confiance. Mais à mesure que la tension monte, un nouvel acteur entre discrètement dans l'équation. Sa présence pourrait bouleverser l'équilibre fragile sur lequel reposent encore les apparences de coopération. Il s'agit de la Russie, qui, profitant du vide laissé par les Occidentaux, propose ses propres solutions de surveillance en promettant une transparence totale et un transfert de technologie. Plusieurs experts y voient le début d'une nouvelle guerre d'influence, à l'image de la compétition sino-américaine en Afrique de l'Est. Le Burkina Faso, lui, tente d'imposer une troisième voie, ni soumission silencieuse, ni rupture frontale. Confronté à la surveillance aérienne menée sans son aval, le capitaine Ibrahim Traoré prend la parole. Il rappelle que toute coopération sécuritaire exige le consentement explicite des États concernés. Ce refus de subir une surveillance imposée, même sous couvert de lutte antiterroriste, marque un tournant dans la posture du pays, à l'image de la posture adoptée par l'Inde dans les années 80 face à l'intervention sri-lankaise. Plutôt que de céder à la confrontation ou au silence, Traoré trace une ligne de crête. Pas de mutisme, pas d'acceptation tacite non plus. Il adresse un avertissement, la sécurité ne peut justifier la normalisation d'arrangements conclus sans consultation. L'objectif est clair, éviter d'ouvrir la porte à l'idée que la souveraineté africaine est négociable au nom de l'urgence. Cette stratégie vise aussi à ne pas nourrir les récits de chaos ou d'instabilité, souvent brandis comme prétexte à des interventions extérieures. Par une communication mesurée, le Burkina Faso refuse l'alternative du bras de fer ou de l'isolement, mais rejette tout statu quo imposé. Cette posture rappelle celle du Ghana dans les années 60, qui avait su négocier l'aide étrangère tout en gardant le contrôle de ses choix stratégiques. Ce positionnement envoie un message à d'autres États africains. Il ne s'agit pas de choisir entre soumission passive et rejet total, mais d'exiger une place à la table où se décident les règles sécuritaires qui les concernent. Revendiquer ce droit de regard donne à la souveraineté une réalité tangible, dépassant les discours de façade. Comme le rappellent les constitutionnalistes africains, la souveraineté n'est pas un slogan mais un ensemble de prérogatives effectives dont le contrôle du ciel et des données est aujourd'hui au cœur. Le vrai test d'autonomie ne se limite plus à la présence ou non de forces étrangères. Il se joue désormais autour du contrôle de l'information, qui observe, qui décide, qui détient et partage les données sensibles. La transparence devient un enjeu aussi vital que la défense du territoire lui-même. En Afrique du Sud, la réforme du renseignement menée après la fin de l'apartheid a justement consisté à placer la collecte d'informations sous contrôle parlementaire, pour éviter toute dérive. Cependant, cette position d'équilibriste reste fragile. Si la stratégie du dialogue public et du refus de la surveillance sans consentement échoue, la tentation grandira d'opter soit pour un isolement périlleux, soit pour une escalade conflictuelle avec les partenaires extérieurs. Ce choix pèsera lourd sur la stabilité régionale et la confiance entre États. L'histoire de la Centrafrique, déchirée entre influences étrangères, illustre ce risque. Pour le Burkina Faso, chaque prise de parole devient un acte politique à haut risque. La suite dépendra de la capacité du pays à maintenir cette ligne, sans vaciller sous les pressions multiples. Les prochaines semaines seront décisives, alors que d'autres pays pourraient être tentés d'imiter Ouagadougou ou, au contraire, de céder à la facilité d'une surveillance consentie par défaut. L'enjeu a changé. Il ne s'agit plus seulement d'arrêter des avions, mais de déterminer qui fixe les règles du jeu et au profit de qui. Cette question déjà ancienne prend une acuité nouvelle à l'ère du numérique et de la guerre de l'information. Au-dessus du Sahel, chaque vol de surveillance devient bien plus qu'une simple manœuvre technique. C'est un acte politique, une mise en scène de puissance, un test concret pour la souveraineté d'une région autrefois façonnée par l'ingérence. En 2025, la technologie permet des vols discrets, mais la mémoire collective retient que chaque survol, sans autorisation, rappelle les heures sombres des protectorats imposés. Aujourd'hui, alors que la Côte d'Ivoire sollicite l'aide américaine pour surveiller les groupes armés, la question cruciale s'impose. Qui décide de ce que l'on voit et selon quelles priorités ? La transparence devient rare, la confiance s'effrite. En Afrique du Nord, la polémique sur l'usage des satellites d'observation étrangers avait déjà révélé, il y a 10 ans, la sensibilité extrême de ces questions. Les États africains sont à un carrefour décisif. Accepter une aide extérieure pourrait renforcer leur sécurité immédiate, mais à quel prix caché ? Si la surveillance traverse les frontières sans accord explicite, elle réveille la défiance et exhume les cicatrices des interventions passées.
La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et même le Sénégal débattent désormais de la nécessité d'établir des accords multilatéraux plus transparents. Le danger est immense. Si les Africains ne reprennent pas la main sur leurs données et leur espace aérien, leur souveraineté risque d'être reconfigurée à leur insu. Dans une époque où la guerre se joue autant par la maîtrise de l'information que par les armes, celui qui détient les flux de données contrôle l'avenir. Les enjeux économiques sont aussi colossaux. Le marché africain des technologies de surveillance est estimé à plusieurs milliards de dollars, attisant les convoitises. Ce dilemme dépasse les militaires et les responsables politiques. Il engage la réputation du continent, la capacité des États à négocier d'égal à égal et la confiance fragile des citoyens envers leurs institutions. La légitimité politique exige transparence et contrôle, deux piliers qui s'effritent lorsque les règles s'écrivent ailleurs. En 2023, un sondage de l'Union africaine montrait que plus de 60% des citoyens considèrent le contrôle des données comme un enjeu de souveraineté prioritaire. Comment alors concilier la nécessité d'une coopération sécuritaire, l'autonomie sur l'information et la sauvegarde d'une souveraineté entière ? Plusieurs pistes pratiques émergent. La création d'agences africaines de contrôle de l'espace aérien, la signature d'accords bilatéraux transparents ou la formation d'équipes mixtes de surveillance impliquant les États concernés. D'autres suggèrent d'investir dans la formation de spécialistes locaux du renseignement et de privilégier les technologies open source. Faut-il accepter des compromis risqués ou renégocier, sans faiblir, les termes de la coopération ? L'exemple du Kenya, qui a su imposer ses propres conditions aux partenaires étrangers lors de la lutte contre Al-Shabaab, prouve que la fermeté peut porter ses fruits. La question demeure sans réponse définitive. Mais une certitude s'impose. Laisser filer ce débat, c'est laisser d'autres écrire l'histoire du Sahel à leur place. Le vrai combat pour la souveraineté commence ici et maintenant. Ce combat, s'il est mené avec intelligence, dialogue et fermeté, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération équitable ou, à défaut, marquer le début d'un nouveau cycle de défiance et de rivalité. Aux dirigeants africains de choisir la voie qui préservera à la fois leur sécurité et leur dignité.